Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce cours d'histoire militaire qui porte aujourd'hui sur une invention somme toute particulière et fortement utilisée sur les champs de bataille modernes. Et cette invention-là, il s'agit de la mitrailleuse. Mon nom est Carl Pépin, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce cours. Alors aujourd'hui, donc, je sors en quelque sorte des sentiers battus où, vous le savez maintenant, j'ai souvent l'habitude de parler des grands épisodes de l'histoire militaire mondiale, peu importe les époques, peu importe les continents, et je continuerai de le faire naturellement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais je voudrais aujourd'hui, en quelque sorte, ouvrir une parenthèse sur toute la culture visuelle et la culture matérielle, en fait. Donc, et je vais commencer aujourd'hui ce sous-thème, en fait, par justement en traitant d'un élément matériel important pour les soldats sur les champs de bataille, qui est celui de la mitrailleuse. Et pourquoi je fais ça, c'est que j'ai toujours pensé, à titre d'historien spécialiste de l'histoire de la conduite et des pratiques de la guerre, qu'on ne pouvait pas comprendre pleinement et parfaitement. En fait, on ne pourra peut-être jamais, mais on tend à s'approcher de la perfection si on veut au niveau de notre compréhension des guerres. On ne peut pas comprendre ces dernières si on ne prend pas la peine de bien saisir le matériel, de bien comprendre le rôle et l'utilisation du matériel, de l'armement utilisé par les soldats sur le terrain. Alors aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de l'histoire de cette arme-là, qui est la mitrailleuse, afin de vous donner une nouvelle, de vous fournir une nouvelle approche, si on veut, de notre compréhension collective de ce que furent les guerres, surtout à une époque plus moderne, disons. Alors voilà, et aujourd'hui, je traite de cette invention-là, de cette évolution de l'arme qu'est la mitrailleuse. D'abord, je vous mentionnerai qu'il faut d'abord parler du principe, de l'élaboration du principe de la mitrailleuse. Euh, Notons dans un premier temps que le concept, le concept d'une arme à feu capable de tirer rapidement de multiples coups sans avoir à recharger constamment remonte aussi loin que l'apparition, je vous dirais, des armes à feu sur les champs de bataille. Alors, on remonte déjà à quelques siècles. On peut même dire que cette idée de tirer plusieurs coups à cadence rapide constituait, imaginez-vous, le postulat à la base de l'invention des armes à feu. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que on a toujours cherché à inventer des armes pouvant tirer en volée, avec de multiples petits canons disposés en parallèle dans une sorte de forme d'éventail. Ou encore des armes dont les canons étaient regroupés en une sorte de grappe. Et c'était, je vous dirais, à l'époque, le mieux que pouvaient fabriquer les ingénieurs à une époque, notez bien, où l'on utilisait couramment les fusils à silex qui se rechargeaient par le canon. Et déjà, le fait de recharger par la bouche d'un canon pose un problème en soi lorsqu'on veut une arme à tir rapide et multiple. Et par conséquent, je crois qu'il apparaissait évident que la meilleure arme à tir rapide et multiple que l'on pourrait fabriquer devait être rechargée autrement que justement par la bouche des canons. Et à l'instar de l'invention d'armes à rechargement par la culasse, donc, et non par le canon, eh bien, le développement de cartouches uniformes, vous savez, ces cartouches qui contenaient à la fois l'étui, la poudre et l'ogive, s'avéra un élément déterminant dans la mise au point des mitrailleuses depuis. En fait, les premiers fusils à percussion qui apparaîtront, disons, dans la première moitié du 19e siècle, étaient sans doute meilleurs que ceux à silex utilisés au cours des siècles précédents, mais ce fut véritablement l'apparition du concept de rechargement via la culasse et non par le canon qui fit tomber les dernières barrières, disons, technologiques, si on veut, techniques, à la mise au point du tir multiple à cadence rapide. Et disons que le problème à la base de l'invention de la mitrailleuse reposait donc sur l'invention, comme je le disais tout à l'heure, d'une cartouche qui contiendrait à la fois l'amorce et le corps de la balle. Autrement dit, contrairement à ce qui peut être véhiculé, c'est pas tant le principe technique de faire tirer plusieurs cartouches à la fois qui posait problème, mais c'était justement d'inventer une munition, une cartouche qui puisse répondre à ces besoins-là, ces besoins de tir rapide à cadence multiple.
Mais toujours est-il que cette combinaison-là d'une cartouche qui contiendrait, comme je le mentionnais, à la fois l'amorce et le corps de la balle, eh bien, cette combinaison fut testée sur une variété de mitrailleuses américaines qui étaient alors opérées par l'action cyclique d'une manivelle au courant des années 1850 et 1860. En fait, je vous dirais que la plus efficace de ces premières mitrailleuses fut probablement celle inventée par un dénommé Wilson Agar, qui était en fait une arme qui ressemblait étrangement, imaginez-vous, à un moulin à café. Une cinquantaine de ces mitrailleuses avaient été achetées en fait par les forces de l'Union, donc les forces nordistes au début de la guerre civile américaine, et elles étaient essentiellement utilisées dans le contexte de la défense de la capitale de Washington. Et comme je vous le montrais sur l'image que vous voyez à l'instant, en fait, le surnom de moulin à café dérive de ce qu'on appelle couramment la trémie, qui est en fait ce réservoir en forme pyramidale installé sur le dessus de l'arme, opéré par, comme je le mentionnais, l'action d'une manivelle. Et ce réservoir alimentait un canon en acier et il était préalablement rempli de cartouches chargées de poudre et de givre, le tout actionné à l'aide de plusieurs amorces. Alors voilà pour le premier principe d'une mitrailleuse que l'on pourrait qualifier de fonctionnelle. Je dirais pas moderne, mais au moins de fonctionnelle. Et ce qui m'amène maintenant à vous parler justement du principe moteur d'une mitrailleuse, autrement dit du principe de la mise à feu, qui s'opère à l'époque et dans un premier temps par l'action d'une manivelle. Revenons brièvement à ceci, à savoir que la mitrailleuse de Wilson Agar a naturellement été dépassée par une autre qui était beaucoup plus efficace, à savoir celle inventée par un dénommé Richard Gatling en 1861. Qu'est-ce que c'est que la mitrailleuse Gatling? En fait, on la voit souvent au cinéma d'ailleurs, et c'est notamment dans les films de Far West. La mitrailleuse Gatling était une arme qui fut, dans un premier temps, utilisée en quantité somme toute limitée et surtout dans un but défensif au courant de la guerre de sécession aux États-Unis. Et comme la mitrailleuse de Wilson Agar, eh bien, et à l'image de la plupart des mitrailleuses qui seront mises en service au cours des 30 prochaines années dans les armées, eh bien, celle de Richard Gatling était opérée par, justement, l'action d'une manivelle. Et contrairement à l'unique canon de la mitrailleuse Agar, eh bien, la Gatling disposait de 6 canons enrôlés autour d'un pivot central. Et sous l'action de la manivelle, eh bien, ces canons tournaient autour du pivot. Et les cartouches s'inséraient dans la chambre, elles étaient tirées et les douilles éjectées de chaque canon. Et donc ça, c'est pour la Gatling. Et je vous dirais que dans ce contexte-là, donc nous sommes toujours au tournant des années 1860 et nous pouvons même à la limite sortir de la guerre civile américaine en s'en allant vers la décennie des années 1870. Notez, mesdames et messieurs, qu'avant l'apparition de la mitrailleuse automatique, qui sera inventée par un autre ingénieur américain nommé Hiram Maxim dans les années 1880, eh bien, la plupart des inventeurs firent des expériences sur des engins à canons multiples qui étaient souvent et pour la plupart, je vous dirais, actionnés toujours par le sacro-saint principe de la manivelle. Et mis à part la célèbre Gatling, donc, d'autres mitrailleuses à manivelle furent mises au point. Je peux vous donner un exemple, entre autres, on pense à la mitrailleuse inventée par un dénommé William Gardner, de même que la mitrailleuse Lowell. En fait, la mitrailleuse Lowell qui était tirée du nom de son inventeur qui s'appelait DeWitt Farrington of Lowell. Et aussi, une autre mitrailleuse qu'on pourrait appeler la Nordenfeldt, qui était dans ce cas-ci une arme inventée par l'ingénieur suédois Helge Palmkrantz, mais qui était en fait financée par le banquier Thorsten Nordenfeldt. Mais toujours est-il que, et je reviens à la mitrailleuse Gardner, en fait, celle-ci, et je vous le montrais sur l'image à l'instant, la mitrailleuse Gardner était équipée de 2 canons côte à côte insérés dans un grand tube, et ceux-ci étaient alimentés en cartouche par un grand chargeur fixé à la verticale sur la chambre de l'arme, à l'instar de ce qu'était la Gatling, comme vous pouvez le voir à l'instant. Et comme la Gatling, eh bien, les cartouches tombaient dans la chambre, elles étaient tirées,
puis les douilles étaient éjectées toujours par l'action d'une manivelle. Vous voyez d'ailleurs la manivelle sur le côté droit de l'arme. Et cette mitrailleuse avait d'ailleurs été adoptée avec un relatif succès par la Royal Navy britannique au courant des années de 1880. Et officiellement, la mitrailleuse Gardner avait été mise en service l'année précédente, en 1879. Et pour sa part, eh bien, la mitrailleuse Lowell disposait quant à elle de 4 canons avec une alimentation en cartouches similaire à la Gardner, mais en dépit de quelques ventes de cet engin-là, notamment à la Russie et à la marine militaire des États-Unis, eh bien, la mitrailleuse Lowell ne fut jamais réellement une réussite, si je peux dire, commerciale. Excusez-moi le terme. Et quant à la Nordenfeldt, eh bien, et je vous montrerai une image à l'instant, la mitrailleuse Nordenfeldt était généralement constituée de 10 canons alignés parallèlement, mais leur nombre pouvait varier. Certains modèles de mitrailleuses Nordenfeldt alignaient 2 canons, d'autres pouvaient en utiliser jusqu'à 12, imaginez-vous. Et l'alimentation en cartouche s'opérait par la gravité avec une trémie installée au-dessus de l'arme, le tout actionné par l'habituelle manivelle que l'on connaît. Et cette mitrailleuse-là, Nordenfeldt, généralement pouvait tirer jusqu'à 100 cartouches à la minute, jusqu'à 100 cartouches par minute par canon, ce qui signifiait un potentiel de 1000 cartouches tirées à la minute dans la version de la Nordenfeldt qui comprenait 10 canons. Et cette mitrailleuse Nordenfeldt fut, je vous dirais, manufacturée selon différents calibres et elle fut adoptée par la Royal Navy britannique en 2 versions. D'abord, il y avait une version à 5 canons de calibre quand même assez élevé, de calibre 45, donc un calibre de .45 pouces pour un usage antipersonnel, puis un modèle à 4 canons de calibre d'1 pouce pour la défense contre de petites embarcations maritimes ennemies. Et donc, la Marine royale britannique utilisa 3 types de mitrailleuses à actionnement par manivelle au cours de la période de 1870 à 1890. Donc, il y avait la Gatling, la Gardner et la Nordenfeldt. Et leurs usages pouvaient être à la fois, je vous dirais, offensifs et défensifs. Et c'est ce qui commence aux alentours des années 80, en fait, peut-être même un petit peu à la fin des années 70, à caractériser les précédentes mitrailleuses comme celle d'Agar et de Gatling, c'est que désormais, notamment avec la mise en service de la Nordenfeldt, on commence à avoir un relatif potentiel offensif lié à l'usage de la mitrailleuse. Mais ça m'amène à vous parler maintenant de l'usage concret de cette arme sur les champs de bataille. Et j'aimerais y aller cette fois avec l'expérience européenne de la chose. Bref, de l'autre côté de la Manche, les inventeurs s'étaient affairés à développer des mitrailleuses qui pouvaient rivaliser avec celles qui étaient produites, rappelez-vous, en Amérique du Nord. Nous avons, en fait, j'ai parlé de la mitrailleuse Nordenfeldt suédoise, mais il y a eu également d'autres modèles qui furent conçus notamment en France et en Belgique, toujours sur le principe que l'on connaît désormais des canons multiples. À titre d'exemple, il y eut cet ingénieur belge nommé Joseph Montigny qui avait mis au point un engin qu'il avait réussi à vendre, dont il avait réussi à vendre une licence au gouvernement français. Il s'agissait en fait d'une mitrailleuse à 37 canons qui a été ramenée plus tard dans une version plus légère à 25 canons, qui était capable de tirer tous les tubes à la fois ou de procéder par sélection. Et en fait, cela dépendait de la vitesse avec laquelle la manivelle était opérée. Donc, il s'agissait toujours d'une mitrailleuse à manivelle. Et cette mitrailleuse-là, belge, qui est devenue française en fait, la mitrailleuse Montigny, fut utilisée par le corps de l'artillerie française lors de la guerre franco-prussienne. À une certaine époque, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation d'une mitrailleuse relevait souvent des corps militaires de l'artillerie dans différentes armées et non pas nécessairement de ceux de l'infanterie. Mais toujours est-il, comme je le disais, la mitrailleuse de Montigny a été utilisée par l'armée française lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et l'idée de départ
Et vous pouvez le voir sur l'image, je vous ai mis le croquis d'une mitrailleuse qui date, d'une mitrailleuse Montigny qui date précisément de 1863. L'idée de départ de la mitrailleuse de Montigny, je crois, était bonne, à savoir, et je m'explique, l'utilisation d'une mitrailleuse avec les canons en position défensive. Cependant, on se rendit vite compte que plusieurs d'entre elles, plusieurs de ces mitrailleuses-là, Montigny, furent détruites par le tir de contre-batterie de l'artillerie ennemie. Et qu'est-ce que c'est qu'un tir de contre-batterie? J'en parlerai dans un prochain cours sur l'histoire de l'artillerie. Un tir de contre-batterie, en fait, essentiellement consiste pour des artilleurs, donc des militaires qui opèrent des canons, à repérer visuellement ou à l'aide d'indices comme la fumée ou les émanations produites, à repérer visuellement les pièces d'artillerie ennemies et essayer de les neutraliser autant que possible sans toutefois se faire repérer. Essentiellement, c'est un tir de contre-batterie. Et ce tir de contre-batterie-là avait été, somme toute, employé, comme je le mentionnais, lors de la guerre franco-prussienne par les Prussiens afin de détruire les mitrailleuses Montigny dont disposait l'artillerie française. Mais malgré tout, lorsqu'une mitrailleuse Montigny était utilisée en appui de l'infanterie, en appui ici de l'infanterie française lors d'une charge, eh bien, comme ce fut le cas, je pense entre autres à la bataille de Rezonville-Gravelotte de 1870, eh bien, l'une des premières utilisations de la mitrailleuse Montigny à Rezonville-Gravelotte avait entraîné dans les rangs prussiens la perte de 2600 soldats, soit plus de 50% des forces qui faisaient face à l'armée française au cours de cet engagement local. Et il va sans dire que les Prussiens apprirent rapidement la leçon de cette douloureuse expérience et ils tentèrent d'adapter leur tactique militaire en conséquence. Mais toujours est-il que la France adopta également la première mitrailleuse mise au point par une firme nationale française qui était la firme Hotchkiss dans les années 1880, donc au lendemain de la guerre franco-prussienne. L'une des premières mitrailleuses Hotchkiss, en fait, je pourrais vous le montrer sur l'image également, il s'agissait d'un canon rotatif, donc c'est toujours le même principe d'un canon rotatif actionné par une manivelle, bref, d'un canon rotatif de calibre assez élevé, un calibre de 37 mm. Et ce canon, relativement efficace, fut aussi acheté par diverses forces navales de l'époque, comme celle de l'Allemagne, de la Russie, lesquelles aussi des Pays-Bas, de la Grèce et même de marines plus petites comme celle du Danemark. Et la mitrailleuse Hotchkiss s'opérait d'une manière similaire à la Gatling, comme je le mentionnais, si bien que, on parle ici de la manivelle, si bien qu'elle contribua à sa façon au développement accéléré dans le contexte de la course aux armements en cette fin de 19e siècle. Et lorsque je donnerai mon cours sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, j'établirai justement un préambule sur la fameuse course aux armements dans le dernier quart du 19e siècle et dans la décennie qui a précédé le déclenchement de la Grande Guerre en 1914. Mais bon, toujours est-il que il y a un problème, c'est que c'est encore une fois une action manuelle à l'aide d'une manivelle qui provoque la mise à feu des cartouches de l'ensemble des mitrailleuses que nous avons explorées jusqu'à maintenant. Et le principe désormais consiste à trouver une manière d'alimenter le tir avec beaucoup moins d'efforts physiques de la part du ou des opérateurs. Et c'est ce qui m'amène maintenant au prochain chapitre de mon exposé, mesdames et messieurs, c'est-à-dire de vous parler de la contribution de Hiram Maxim que je vous ai mentionné tout à l'heure, ou si vous préférez, le principe d'une arme automatique. D'abord, rappelons, je vous situe dans le temps toujours, nous étions en Europe au tournant des années 1870 avec la guerre franco-prussienne. Je vous amène une décennie plus tard et on revient de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Nord. Disons d'emblée qu'en Amérique du Nord, eh bien, la décennie des années 1880 en fut une de transformation pour les mitrailleuses. Et à l'instar de la Gatling que l'on connaît désormais, eh bien, ce fut un autre ingénieur américain qui apporta une contribution que je qualifierais de décisive, de fondamentale, même si ce furent les Européens qui en firent une réussite sur les champs de bataille.
Mais le crédit de l'invention de la première mitrailleuse automatique telle qu'on les connaît aujourd'hui revient à l'ingénieur américain Hiram Maxim, qui en fait fut le véritable inventeur de la mitrailleuse automatique, comme je le mentionnais. Et Maxim, qui est-il en fait? D'abord, c'est un Américain qui est né dans l'État du Maine, aux États-Unis, qui était de descendance protestante, de descendance huguenot. Et Maxime était, je le qualifierais d'un inventeur somme toute versatile, qui avait connu un succès aux États-Unis avant d'émigrer en Angleterre au début des années 1880. Et la mitrailleuse qui finit par porter son nom fut développée par lui précisément entre 1883 et 1885. Maxime avait, si je peux dire, testé son arme devant un groupe d'officiers britanniques. Donc, il était en Angleterre au tournant de 1883. Et pour ce faire, Maxime utilisa une cartouche d'un calibre assez fort quand même, de calibre .45, similaire à celle utilisée par la carabine Martini Henry, qui était en fait l'arme d'ordonnance de l'infanterie britannique à l'époque, qui était une arme très très répandue. La mitrailleuse Maxim, donc, était entièrement automatique parce qu'elle alimentait son tir, non pas, et ça c'est extrêmement important, non pas par l'actionnement d'une manivelle, mais simplement, tout simplement, imaginez-vous, par un mécanisme ingénieux qui n'était pas tombé dans l'œil ou dans l'esprit des concepteurs d'autrefois. Et qu'est-ce que c'est ce mécanisme? En fait, c'est que Hiram Maxim avait compris que la mitrailleuse devait s'alimenter en nouvelles cartouches à l'aide de l'énergie du recul séquentiel au tir pour éjecter l'étui et chambrer une nouvelle cartouche. Donc, c'est une force énergétique qui doit alimenter l'entrée d'une nouvelle cartouche dans la chambre, dans une cadence répétitive, évidemment. Et une fois initialement armée et tirée, la mitrailleuse pouvait théoriquement fonctionner indéfiniment. L'énergie du recul faisait en sorte d'alimenter à lui seul, comme je le mentionnais, la chambre avec de nouvelles cartouches, sauf si son utilisateur relâche la détente ou que l'arme s'enraye pour quelconque raison. Capable de tirer, en exagérant un peu, jusqu'à 600 coups à la minute, eh bien, la mitrailleuse Maxim disposait d'un seul canon qui était attaché à un réservoir d'huile pour permettre son refroidissement. De plus, la cadence du tir était conséquente au débit d'huile, de sorte que le canon ne surchauffe pas parce que un canon qui surchauffe, eh bien, il peut y avoir deux conséquences. D'une part, le canon qui est un tube rectiligne risque de se déformer, littéralement, il rougit. Et la rayure à l'intérieur du canon qui permet de déployer une force énergétique encore plus forte et plus stable, eh bien, cette rayure-là risque également de s'endommager. Alors, le concept de l'huile, justement, vise à refroidir le canon de temps à autre. Constatant et sans doute impressionné par la démonstration d'Hiram Maxim, eh bien, les militaires britanniques avaient décidé de modifier sa mitrailleuse afin d'adapter le canon pour accueillir une nouvelle cartouche qui sera une cartouche d'ordonnance, autrement dit une cartouche mise en service dans l'ensemble des forces de l'Empire britannique, qui est la cartouche de calibre .303, qui est une munition un peu plus légère, je vous dirais, que celle de calibre 45. Et autrement dit, l'armée britannique allait acheter des mitrailleuses Maxim et en faire une arme d'ordonnance, je vous dirais, à partir de 1889 et doter les premiers bataillons d'infanterie, cette fois, 2 ans plus tard. Et pour leur part, eh bien, évidemment, les Allemands ont observé ça aussi et ceux-ci allaient également faire l'achat de la licence pour manufacturer la mitrailleuse Maxim à peu près 10 ans plus tard, en 1899, et la Russie fera de même. Et ces deux nations-là, l'Allemagne et la Russie, comme je le stipulais, avaient acheté la licence afin de manufacturer cette mitrailleuse. Et la Russie fut la première, je crois, sauf erreur, à l'utiliser lors de la guerre contre le Japon en 1904-1905, avec des effets dévastateurs sur l'ennemi. Et je me propose également, dans les prochaines semaines, mesdames et messieurs, de vous donner également un cours sur cette guerre-là russo-japonaise, qui a vu l'emploi de la fameuse mitrailleuse inventée par l'ingénieur Hiram Maxim. Mais toujours est-il qu'entre-temps, les Britanniques
avaient également eu des occasions de tester leur nouvelle acquisition lors de diverses guerres coloniales entre 1889 et 1895, notamment face à des adversaires moins bien équipés. Et inquiétez-vous pas, pour quiconque connaît l'histoire de l'Empire britannique au 19e siècle, ce ne sont pas les tests, c'est-à-dire ce ne sont pas les guerres coloniales qui manquaient pour tester de nouvelles inventions. Et je pense entre autres, et je vous donnerai probablement un cours là-dessus aussi, lors de la guerre des bourgs de 1899 à 1902, qui fut un conflit, somme toute remporté par l'Empire britannique, mais avec beaucoup de difficultés, eh bien, les vainqueurs britanniques, justement, de même que leurs ennemis, avaient utilisé des mitrailleuses de type Maxim. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, maintenant, nous sommes passés pour alimenter et faire tirer la mitrailleuse du principe de la manivelle à celui de l'alimentation automatique par les gaz, par l'énergie éjectée par les cartouches déjà tirées. Mais ce principe-là, inventé par Maxim, qui est déjà bien connu, doit être amélioré. Donc, il faut procéder au perfectionnement du principe de la mitrailleuse Maxim. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, il n'en fallut pas long, je crois, afin de voir apparaître les premiers compétiteurs de la mitrailleuse Maxim. Autrement dit, d'autres systèmes de tir automatique virent le jour à peu près à la même époque, au tournant fin 19e, début 20e siècle. Par exemple, le très célèbre ingénieur d'armement, l'inventeur américain John Browning, a inventé une mitrailleuse à rechargement par emprunt de gaz, contrairement à l'énergie du recul chez Maxim. Donc, Maxim, c'était le principe du recul, et chez Browning, c'est le principe de l'alimentation par l'emprunt de gaz. Et dans le système Browning, justement, une partie, notez bien ceci, une partie du gaz sous pression généré par le tir de la cartouche sert à éjecter la douille et à insérer une nouvelle cartouche dans la chambre. Et ce système avait d'ailleurs été perfectionné par la compagnie compétitrice de Browning, qui était la compagnie Colt, à partir de 1895. Et la même année, donc, en 1895, eh bien, de l'autre côté de l'océan cette fois, le manufacturier français Hotchkiss, que je vous ai parlé tout à l'heure dans le contexte de la guerre franco-prussienne, eh bien, le manufacturier Hotchkiss avait à son tour développé une mitrailleuse par emprunt de gaz, à l'imitation de Browning si on veut, dont le même concept avait été inventé simultanément également par un ingénieur autrichien du nom d'Adolf von Oedekolek. Et ce système d'emprunt de gaz fut donc adopté par l'armée française officiellement, je crois, en 1897. Et en Autriche, l'une des firmes d'armement bien connues, qui était la firme Skoda, avait également développé en 1888 une mitrailleuse dont le rechargement automatique était basé prioritairement sur un système dit à court recul du canon. Et le principe autrichien était que la culasse et le canon, imaginez-vous, reculent ensemble lors du tir avant d'être séparés, puis la culasse continue seule son recul par la suite. Et par conséquent, eh bien, à la fin du 19e siècle, les trois principaux systèmes de tir automatique des mitrailleuses avaient été mis au point, à savoir le système de recul, celui d'emprunt de gaz et celui que je viens tout juste de vous mentionner, qui est à court recul du canon. Et les nations européennes et américaines, donc, continueront de perfectionner ces différents systèmes lorsqu'éclatera la Première Guerre mondiale au mois d'août 1914. Et ça m'amène à la partie suivante, en fait, à savoir, est-ce que, et la question vous apparaîtra sans doute ironique, surtout lorsqu'on parle d'armes de destruction massive, est-ce que la mitrailleuse était une arme parfaite? Je crois que poser la question consiste à y répondre et ma réponse sera par la négative. Autrement dit, la réponse est non. La mitrailleuse n'est pas une arme parfaite. Pourquoi? Eh bien, la mitrailleuse était loin d'avoir un fonctionnement parfaitement homogène, sans défaillance, sans enrayement. Je vous dirais, mesdames et messieurs, que les principaux problèmes étaient centrés sur le poids de l'arme, également sur sa manœuvrabilité, sa versatilité ou son absence de versatilité, et par-dessus tout,
l'incertitude face à son emploi tactique sur les champs de bataille. Oui, évidemment, l'incertitude, aussi étrange que ça puisse paraître. Parce que on a souvent tendance, et sans doute que le cinéma de guerre nous influence beaucoup à ce niveau-là, de voir que la mitrailleuse est l'arme qui vient sauver la situation sur les champs de bataille, que tout est parfait. Je vous dirais que le principal problème de la mitrailleuse n'était pas tant un problème technique, mais un problème tactique d'emploi sur le terrain. Prenons un exemple. En 1914, l'Allemagne et l'Angleterre étaient partis à la guerre avec des versions différentes, mais inspirées de la mitrailleuse Maxim. Par exemple, du côté de l'armée britannique, celle-ci était équipée de ce qu'on appelle, je pourrais vous montrer l'image, de la mitrailleuse Vickers Mk1, donc qui était le modèle numéro 1 de la mitrailleuse Vickers, et l'armée allemande de la mitrailleuse, ou ce qu'on appelle la Maschinengewehr modèle 1908. La Vickers, pourquoi qu'elle était d'un emploi difficile sur les champs de bataille? Eh bien, notez ceci. La Vickers à elle seule, et j'insiste là-dessus parce que on parle de la Première Guerre mondiale, qui est une guerre qui voit le déploiement massif d'une technologie moderne, du moins c'est ce qui marquera les esprits. Eh bien, la Vickers à elle seule pesait 34 livres et la Maschinengewehr allemande 1908 pesait 44 livres. Et notez, mesdames et messieurs, que leurs poids respectifs n'incluaient pas ceux du trépied nécessaire pour la transporter et la stabiliser sur le terrain, ni le poids d'autres équipements d'appoint, notamment les boîtes d'huile et les boîtes contenant les munitions. Pardon. Mais il n'empêche que ces mitrailleuses provoquèrent des effets destructeurs sur les champs de bataille, ça va de soi. D'ailleurs, pour ne prendre qu'un exemple, notez, mesdames et messieurs, que les Britanniques apprirent de dures leçons quant au rôle de la mitrailleuse dans la guerre statique des tranchées, notamment lorsque les fronts commenceront à se stabiliser tournant 1914, début 1915. Autant les soldats devaient affronter cette arme avec respect, je crois, autant il était difficile de l'opérer au plan tactique, rappelez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, sans compter qu'une utilisation optimale de l'engin nécessitait un très bon travail d'équipe. Parce que oui, il fallait que plusieurs soldats opèrent une mitrailleuse pour la rendre tactiquement efficace sur un champ de bataille. Mais évidemment, la guerre de 1914-1918 vit également l'apparition de modèles de mitrailleuses plus légères. Les Britanniques, par exemple, avaient adopté le fusil mitrailleur Lewis, que vous pouvez voir sur l'image à l'instant, et les Allemands avaient modifié leur célèbre Maschinengewehr 1908 en lui ajoutant une crosse d'épaule et un bipied, ce qui la rendait quelque peu plus légère. Et ce nouvel engin, en fait, allemand, fut rebaptisé la MG0815 de son emploi en 1915. Mais cependant, bien qu'étant plus légère, autant la Lewis britannique que la MG0815 allemande demeuraient des armes quand même assez lourdes pour être utilisées de manière optimale. Il fallait donc que le tireur soit assisté d'un autre soldat, notamment pour le ravitailler en munitions. Je pense qu'à elle seule, sauf erreur, le fusil mitrailleur britannique Lewis devait peser entre 20 et 25 livres. C'est sûr que c'est toujours moins que les 34 livres de la mitrailleuse Vickers, mais quand même, ça demande un homme qui est quand même assez fort physiquement pour bien l'employer. Et de son côté, notons également que l'armée française suivit une voie similaire en adoptant pendant la guerre le fusil mitrailleur Chauchat et la mitrailleuse Hotchkiss. Les deux modèles, mais surtout le premier, équipèrent notamment les forces américaines débarquées en France un peu plus tard dans la guerre, en 1917. Et aux États-Unis, eh bien, parallèlement à cela, la compagnie Browning poursuivit le développement de nouvelles mitrailleuses. Cette compagnie-là mit au point, en 1917, une mitrailleuse lourde, à refroidissement à l'eau cette fois, qui vit du service en France l'année suivante, en 1918. Et la mitrailleuse Browning était dérivée, en fait, du système d'emprunt à gaz qu'on a parlé tout à l'heure, et elle avait équipé, entre autres, les escadrons d'aviation. Et les avions, justement, de la Première Guerre mondiale étaient généralement équipés des mêmes mitrailleuses que l'infanterie, mais les modèles étaient allégés et conçus pour être refroidis par la seule action du refroidissement de l'air en plein vol. Ce qui, justement, permettait d'alléger les mitrailleuses.
Et ces mitrailleuses-là montées sur des avions devaient être modifiées notamment afin d'ajuster la cadence de leur tir au cycle de l'hélice pour tirer au travers, notamment justement les mitrailleuses qui étaient synchronisées avec l'hélice. Et c'est ce qui m'amène, mesdames et messieurs, donc à aborder le thème suivant, thème que j'ai abordé quelque peu, mais pas dans le détail, à savoir celui de l'emploi tactique de la mitrailleuse sur le champ de bataille qui, à mon avis, constitue un débat récurrent. Notons que les leçons apprises par l'armée prussienne, rappelez-vous, en 1870-71, notamment à Rezonville, Gravelotte, eh bien, ces leçons-là sous-tendaient le débat qui préoccupa les militaires européens de la période allant de 1880 à 1918 quant à l'emploi tactique de la mitrailleuse. Je crois que, en fait, il était évident que la mitrailleuse s'avérait inefficace lorsqu'elle était utilisée comme une arme d'artillerie. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait lors de la guerre franco-prussienne. Au niveau défensif, il m'apparaît que seule l'armée allemande semblait avoir compris à partir de 1914 l'impact considérable de cette arme au niveau défensif. Il suffisait alors de croiser le feu de plusieurs mitrailleuses afin de créer une véritable zone de mort infranchissable pour des troupes d'assaut. Et ayant établi sa suprématie comme arme défensive, donc, lors de la Première Guerre mondiale, eh bien, la mitrailleuse est largement responsable de l'impasse constatée sur les divers fronts de la guerre de tranchées, comme je l'évoquais tout à l'heure, du moins jusqu'au moment de l'apparition du char d'assaut vers 1916 qui permit de la mettre relativement en échec. Mais toujours est-il que les développements ultérieurs de la mitrailleuse après 1918 se sont principalement concentrés sur les questions du poids et de la puissance de feu. Parce que le principe généralement établi d'emprunt à gaz était justement quelque chose qui s'inscrivait dans une certaine conformité désormais, surtout au lendemain de la Grande Guerre. Ces deux facteurs, donc, qui étaient celui du poids et de la puissance de feu, devinrent, je crois, révélateurs à mesure que les guerres de mouvement rapide impliquant une coopération serrée entre les forces terrestres et aériennes remplacèrent la brève expérience de la guerre statique vécue de 1914 à 1918. Par exemple, des mitrailleuses de haute puissance furent mises au point, en particulier pour répondre aux besoins des forces aériennes. Et parmi ces armes, notons la mitrailleuse américaine Browning de calibre .50 qui fut employée dans les escadrons de chasse, dans les tourelles et également dans les fusilages des bombardiers et même sur des chars d'assaut. Et sur ce point, bien, des munitions anti-chars furent introduites et leur usage furent étendus également lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'amène à vous dire justement que qui dit coopération entre les forces notamment terrestres et aériennes m'amène à vous parler maintenant du changement de logique qui s'opère entre l'utilisation défensive vers l'utilisation offensive de la mitrailleuse. Notez, mesdames et messieurs, que, et c'est l'objet de ma prochaine section, notez que la guerre de 1914-1918 avait vu une utilisation généralement défensive de la mitrailleuse. Ce fut surtout à partir de 1918 et dans la période de l'après-guerre que les militaires étudièrent le potentiel de la mitrailleuse à des fins offensives. En ce sens, l'Allemagne avait pris la décision avec le développement des mitrailleuses plus légères et de pistolets mitrailleurs. À titre d'exemple, l'armée allemande va adopter dans les années 1930 la célèbre Maschinengewehr modèle 1934, qu'on appelle la MG34, l'année suivant l'accession d'Hitler au pouvoir. Et cette course renouvelée aux armements à la fin des années 1930 amena également la mise au point de diverses mitrailleuses aux accents de légèreté. Par exemple, les Britanniques adoptèrent le fusil mitrailleur Bren, qui était une mitrailleuse légère développée d'après des plans tchèques, avec une chambre pouvant accueillir toujours la même munition de calibre .303, des carabines, alors utilisées toujours dans l'armée britannique, et la Bren officiellement ne pesait que 22 livres. Et pour sa part, eh bien, la mitrailleuse allemande MG34 avait été remplacée après 1942 par la terrible mitrailleuse MG42, qui était une arme également opérée par emprunt de gaz à piston.
Et cette mitrailleuse d'une cadence infernale, en fait d'une cadence de tir effarante de 1200 coups à la minute, en fait qui est une cadence potentielle maximale, avait de quoi tenir en respect quiconque lui faisait face. Légère, donc, et je vais vous montrer l'image, en fait, la célèbre mitrailleuse allemande MG42 ne coûtait pas cher à manufacturer et elle pouvait s'adapter, je vous dirais, à n'importe quelle condition environnementale, n'importe quelle condition météorologique sur le terrain. Et en fait, il y avait même eu une version spéciale de la MG42 qui avait été dessinée spécialement pour les forces parachutistes sous le nom de Fallschirmgewehr, qui était en fait la FG42. Et cette MG42-là, d'une certaine façon, je dirais que, entre guillemets, elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale dans la mesure où nombre de mitrailleuses actuellement en service dans plusieurs armées du monde se sont inspirées ou sinon sont des copies du modèle MG42 allemand. Et la plupart des armées d'aujourd'hui, je vous dirais, mesdames et messieurs, possèdent des mitrailleuses relativement légères inspirées des modèles des années 1940. Par contre, des armes plus lourdes comme la mitrailleuse de calibre .50 et ses dérivés conservent toujours leur rôle sur les champs de bataille. Et de plus, bien, des mitrailleuses à utilisation plus générale d'un poids mitoyen furent également mises en service et celles-ci s'inspirent notamment de la célèbre MG34 allemande, rappelez-vous. Le but étant, je crois, pour les états-majors d'aujourd'hui, de trouver une alternative aux mitrailleuses légères utilisées à l'offensive et celles plus lourdes utilisées lors d'opérations défensives. Mais cependant, je crois, sauf erreur, que les tendances actuelles démontre que la mitrailleuse légère semble avoir la préférence des armées dans la mesure où elle constitue, je dirais, un efficace fusil d'assaut monté sur bipied afin de fournir un appui-feu immédiat au sein d'une petite section d'infanterie à titre d'exemple. Et mis à part l'utilisation qu'en fait justement l'infanterie, eh bien, la mitrailleuse est largement utilisée par d'autres branches des forces armées depuis au moins les 40 dernières années, comme au sein par exemple des forces blindées et des escadrons aériens, que ce soit au niveau des escadrons de chasse ou des escadrons héliportés. Par exemple, le concept dérivé de l'ancienne mitrailleuse Gatling, rappelez-vous, des années 1860, fut copié pour la mise au point ou la mise en service d'une autre version plus moderne de la mitrailleuse Gatling que les Américains surnomment le chain gun, que je peux vous montrer ici sur l'image. Et cette arme dévastatrice-là, le chain gun, équipe notamment les chars d'assaut, les chasseurs et les hélicoptères des forces armées américaines. Et le chain gun utilise cette fois comme moyen d'alimentation ou comme moyen de force motrice l'électricité, avec comme résultat une terrible cadence de tir de 4000 coups à la minute. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce fut en gros mon allocution portant sur l'histoire et sur l'évolution tactique, si l'on veut, de la mitrailleuse sur les champs de bataille. J'espère que cela vous a plu et j'aurai le plaisir de vous revoir une prochaine fois dans d'autres capsules historiques. Sur ce, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Ici Carl Pépin, historien. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine fois. Merci, au revoir.